Soyez les bienvenus sur cette conférence à Bagnols-sur-Mer. Eh bien, je suis très heureux de voir que cette salle est pleine. Quand on organise quelque chose, on a toujours la hantise qu'il n'y ait personne. Donc, j'avais fait préparer 50 chaises par le personnel de la mairie. Eh bien, je vois qu'on a multiplié. C'est bien une soirée d'alignenne ce soir qui se prépare. Donc, je suis très heureux, la municipalité est très heureux avec monsieur le maire ici de vous accueillir à Bagnols-sur-Mer pour cette première conférence pour la peinture et surtout pour Dali. Bagnols s'efforce depuis quelques années de promouvoir la culture. Nous avons commencé dans un premier temps avec la musique, l'art en général par la peinture et la sculpture, forcément avec Mayol. Eh bien, il n'y avait pas trop besoin parce que Mayol est connu, mais il y a quand même toujours ce petit coup de pouce à donner. Donc c'est pour ça que ce soir, nous partons sur Dali et Mayol. Donc Dali vous sera présenté par M. Philippe Viguier, qui est un des spécialistes de renommée nationale sur Dali, et après sur M. Bertha Yvon, que pour les Bagnolais on ne présente plus, mais que pour nos amis touristes, eh bien, M. Bertha est un arrière-petit-neveu à M. Mayol, le grand peintre, le grand sculpteur que tout le monde connaît. Donc je suis très heureux et la municipalité est très heureuse de vous accueillir ce soir, et donc je vais laisser la parole à ces deux éminents spécialistes de l'art vous présenter leur conférence. Bonne soirée tout le monde. Il m'incombe la redoutable tâche d'ouvrir la conférence, je vais le faire, mais je vais laisser le plus de place possible à Philippe qui vous parlera si abondamment de ce grand peintre assez extravagant mais superbe que Salvador Dali. Mais à tout seigneur, tout honneur, Bagnols, c'est tout de même la ville de Mayol, Aristide. Alors je n'ai pas de projection. Malheureusement, l'appareil qui est là n'accepte pas celle que j'ai apportée. Je n'entends rien, mais il fallait un ordinateur pour passer les photos que j'aurais pu vous passer. C'est trop dommage, mais enfin, j'essaierai de déballer ma conférence, pas conférence, c'est un grand mot, mais d'être assez coloré, assez vivant, pour remplacer les images par des images beaucoup plus, disons, spirituelles, celle que me donnera la parole. Bon, ben, je vais vous parler, je vais vous donner des anecdotes, surtout, qui ne sont pas, la plupart, dans des livres, mais qui ont permis d'ailleurs de corriger pas mal de petites choses, de quelques petites erreurs, surtout sur la vie d'Aristide à Bagnols. J'ai vécu avec ma grand-mère, très jeune, et j'ai toujours vécu à Bagnols, né à Bagnols, et j'ai beaucoup entendu parler de mon oncle Aristide, sans penser une seconde que j'allais avoir autant de, disons, dans ma vie, et surtout dans les 30 dernières années, à avoir à m'occuper beaucoup de lui finalement. Parce que, prenons les choses au départ, Mayol est né à Bagnols. Et il est né, vous savez, c'est la rencontre de deux êtres, hein, Catherine Rouget et Raphaël Mayol. Catherine Rouget, qui est la fille d'un instituteur à Bagnols. Elle est vendeuse dans une boutique qui existe toujours encore à Bagnols, qu'on appelle, on l'a appelé longtemps, la boutique de l'Arbre, qui était une mercerie, en fait, qui vendait du drap, des coupons de tissu. À l'époque, les gens se faisaient eux-mêmes par la couturière, il y en avait plusieurs à Bagnols, se faisaient eux-mêmes leur confection. Mais elle vendait, dans cette boutique, on vendait beaucoup de toiles, de coton, double zéro, qui servaient à faire les voiles de nombreuses barques qui étaient tirées sur la plage. Il y en avait près de 90 à l'époque. Nous sommes en 1852, et cette Catherine Rouget est vendeuse dans cette boutique. Alors ce sont des souvenirs que je tiens de ma grand-mère et des actes que j'ai pu consulter, qu'elle m'a légués. Alors évidemment, ma grand-mère m'a raconté que cette Catherine Rouget, qui était jeune et avenante, ne va pas déplaire du tout à ce Raphaël Mayol, qui est négociant en drap et qui vient lui proposer le drap que transporte son père, qui était capitaine au bornage
et qui commandait des balancelles. À l'époque, le Saint-Vincent et l'autre, le nom m'échappe en vrai, peu importe, Saint-Sébastien. Et d'ailleurs, il se fera arrêter. En fait, il faisait beaucoup de contrebande entre le golfe de Gênes, la Tunisie, l'Algérie et la côte ici, Bagnouz en particulier. Bagnouz était une république contrebandière quelque part. Hein. Il fallait survivre, vous savez. Bon, alors donc, son bateau d'ailleurs sera arrêté une fois par les douaniers. On fera l'inventaire de ce qu'il transportait et la marchandise sera saisie. Mais évidemment, il n'y avait pas là de drogue, hein, que des produits de première nécessité. Et il faut dire que le père de ce Raphaël Mayol, dont le négociant Andra, avait deux filles qu'il avait placées à Mascara, en Algérie. Et ces filles tenaient une mercerie qu'il approvisionnait sans doute avec ses marchandises quand il passait quelque part du côté d'Oran. Bon, bien, ce Raphaël Mayol rencontre Catherine Rouget, ils vont s'aimer. Et ils se marieront sous le régime total simplifié le 23 juin 1852. Évidemment, la jeune fille va recevoir une dot. À cette époque-là, la Compagnie du Midi construit la voie de chemin de fer. Et la famille Rouget, sur l'emprise du passage de la voie, avait beaucoup de propriétés. Si bien que la Compagnie du Midi va acheter ce terrain à la famille Rouget pour la somme de 10 469 francs 50 or. C'était pas des assignats, hein, c'était de l'or à l'époque, hein, qui fut versé par l'État le 24 février 1863, produit de l'expropriation de ce terrain. La jeune fille, Catherine, la fille, va recevoir en dot 8000 francs or, qui va permettre à ce jeune couple d'acheter la maison dans laquelle va naître Aristide Mayol et sa fratrie. Alors cette maison, elle se situe Boromar, à côté de la place publique. Actuellement, je crois qu'il y a un marchand de fleurs là. Et vous, si vous y faites attention, au coin de la place, de l'autre côté de la rue, avenue de Puy-Delmas, vous verrez une plaque. Ici est né Aristide Mayol le 8 décembre 1861. Je me souviens, lorsqu'on a dévoilé cette plaque, parce qu'elle le fut en 1961, le jour de l'anniversaire, enfin pas le jour, mais enfin l'année de l'anniversaire de la naissance de mon oncle. C'est à ce moment-là qu'on a transféré ses cendres, son corps, de la tombe familiale où il avait été enterré en 1944 après son décès, à la métairie Mayol, où il repose désormais sous l'œuvre magistrale de sa vie, la fameuse Méditerranée. Bon, eh bien, ce jeune couple va connaître beaucoup de soucis. D'abord, il va naître une nombreuse fratrie. Raphaël, ici, dans les familles, l'aîné porte toujours le prénom du père. Raphaël, Raphaël, Raphaël. Il y avait plusieurs Mayol à Bagnouz, mais pas dans la même famille. Si bien que pour identifier la famille dont on parlait, mais qui Mayol? De quel Mayol tu parles? En Mayol, dans le Raphaël. Tout de suite, on savait de quelle famille on voulait parler. Donc là, c'était les Raphaël. Alors le grand-père, celui qui est le père, le grand-père d'Aristide, était capitaine au bornage. Il était né au Mas de la Roume, pas loin de la métairie où actuellement repose Aristide Mayol. Seulement ce Mas, ce n'est pas lui qui va l'hériter, c'est sa sœur qu'il aimait beaucoup. Alors l'aîné, c'est Raphaël Mayol. Ensuite va venir un garçon qui s'appelle Adolphe Simon Pierre, puis une fille, Marie, mon arrière-grand-mère, Marie Mayol, qui était une sœur qu'adorait Aristide, puis Aristide Mayol lui-même, et Elisa Mayol. Raphaël et Elisa vont partir en Espagne, si bien qu'on a lu quelque part que Mayol
n'allait pas souvent en Espagne, c'était complètement faux, il y allait très souvent, parce qu'il allait visiter Raphaël ou Elisa en Espagne. Alors ce petit Aristide, pourquoi l'appelle-t-on Aristide, le fils de Raphaël et de Catherine, on l'appelle Aristide. Mais il faut savoir que ici, c'est une coutume, bon, il n'est pas l'aîné, on ne peut pas l'appeler Raphaël, mais il va prendre le prénom de son parrain. Le parrain s'appelait Aristide, nom de deux. C'était un frère à sa mère, qui s'appelait Catherine Rouget, et son frère Rouget, et son frère nom de deux. Donc si bien que c'est un oncle plutôt. Donc on va prendre donc le parrain dans la famille de sa mère et la marraine dans la famille de son père. C'est la tante Lucie, la fameuse tante Lucie, qui va jouer un grand rôle dans la vie d'Aristide. Alors on a pu lire quelque part, je l'ai lu quelquefois, que dès sa naissance il fut confié à la tante Lucie. C'est totalement faux, bien sûr que non, on s'attache beaucoup aux enfants, surtout dans le jeune âge. Seulement, ce petit Aristide, dans la famille, on a beaucoup de soucis. D'abord parce que le phylloxéra a détruit les vignes, dont la situation économique à Bagnols s'est considérablement dégradée, et les affaires du père, le marchand de draps, eh bien, périclitent. Si bien qu'il a eu de gros soucis qui vont même entraîner à la saisie, enfin, qui auraient pu entraîner à la saisie de ses biens. Et c'est là que Mayol, qui a environ 7 ans à l'époque, en 1966, il y a eu un projet de saisie. Finalement, ça ne sera pas fait, mais c'était limite. Bon, finalement, à ce moment-là, Mayol a 7 ans, à peu près, et on va le confier à la tante Lucie, qui vit avec sa sœur, Claire, et s'occupe du grand-père devenu âgé et aveugle, de leur père, qui est devenu âgé et aveugle. Alors, le petit Aristide était déjà, on lui confiait déjà la tâche de conduire par la main le grand-père sur la plage, où il pouvait rencontrer les pêcheurs et les marins comme lui et discuter. Et Mayol aimait bien ça, parce que entre les genoux de son grand-père, il écoutait avidement toutes ces histoires de tempêtes, de contrebande qui le passionnaient. Et il en parlera souvent dans sa vie. Alors le petit Aristide, on n'imaginait jamais qu'il puisse avoir une telle notoriété et qu'il soit connu un jour dans le monde entier. Très jeune, il s'intéresse à la peinture. Vous savez, à Bagnols, le train n'arrivait pas à Bagnols. On inaugure la gare en 1876. Il faut se remettre dans le contexte. La route n'arrive pas à Bagnols non plus, elle s'arrête à Port-Vendre. C'était une expédition que de partir à Perpignan. Il fallait d'abord aller à Port-Vendre pendant la diligence. Enfin, vous voyez un petit peu le contexte. Alors, le petit Mayol, très jeune, veut faire son premier tableau. Ah, évidemment, on a bien dans l'épicerie du coin, la mercerie, de quoi acheter quelques pinceaux, de la peinture. Mais le gros problème, c'est la toile, le cadre. Bon, le cadre lui-même, ça ne lui pose pas un gros problème. Il suffit d'aller sur la plage après une tempête d'Est, il y a assez de planches jetées par la mer pour pouvoir construire son cadre, et Mayol est assez bricoleur pour ça. D'ailleurs, on dira de lui plus tard que c'était un bricoleur de génie. Mais la toile, alors la toile, ça lui pose vraiment un problème. Alors, il y a bien le boulanger qui a des sacs de farine qui, lorsqu'ils sont usés, les familles les réservent. Parce qu'avec ces sacs, on fait des torchons. Je me souviens de ces torchons qu'avait ma grand-mère. Il fallait au moins 2 ans de lavage avant qu'ils consentent à vous essuyer les mains. Tellement ils étaient rêches. Vous voyez, ils étaient ourlés avec la danse et tout. Mais alors, pour s'essuyer les mains avec ça, ça vous rappelle la peau. Mais voilà, ni le boulanger, ni la famille ne voulaient se défaire l'un d'un sac et l'autre d'un torchon pour faire la toile. Mayol est bien embarrassé. Alors dans la maison familiale, tout ça sont des souvenirs de famille. Dans la maison familiale où il est né, eh bien, il y avait une salle à manger. Dans cette salle à manger, vous savez, on n'y rentrait jamais. Le sol était encaustiqué,
Le buffet contenait la vaisselle héritée de mère en fille depuis de nombreuses générations. Au milieu, il y avait une table avec les chaises le long du mur. Cette table pouvait accueillir, telle qu'elle était, 10 convives, mais derrière le buffet, il y avait 4 rallonges. On tirait un cran, 2 personnes de plus. Un autre cran, 2 personnes de plus. Bon, cette table s'étendait jusqu'à accueillir 4 fois 2, 8 personnes de plus, 18 personnes autour. C'était rarissime quand on rentrait dans cette salle à manger. On fermait les volets pour ne pas que le soleil fane la tapisserie. On n'y rentrait que sur des patins. Alors imaginez, les gosses, c'était fermé à double tour. Mais il y avait une occasion que personne n'aurait voulu manquer, aucun des enfants. C'était la fois où la mère ou la grand-mère achetait le sucre en pain. Il n'existait pas comme aujourd'hui, le pain, le sucre en morceaux, vous savez. Il fallait acheter le sucre en pain et on le coupait en morceaux. Alors évidemment, ça se passait dans la salle à manger. Et vous imaginez tous les enfants qui se mettaient autour de la table pour assister à l'opération, à laquelle ils prenaient part activement, parce que les miettes de sucre qui tombaient sur la table les intéressaient beaucoup. On n'avait pas des bonbons dans les poches comme aujourd'hui tout le temps, vous savez. C'était pas la même époque. Ma grand-mère me disait qu'on avait une orange le dimanche et un peu de viande. Et puis, les bonbons, ça n'existait guère. Alors bon, les gosses, sans compter que non seulement les miettes qui tombaient sur la table, ils pouvaient les manger, mais ils se filaient quelques morceaux de sucre dans la poche. Alors le petit Aristide, bien sûr, fait comme ses frères et sœurs, mais il est toujours préoccupé par son tableau. C'est ça qui lui travaille la tête. Il est à l'école communale à l'époque, hein. Il a une dizaine d'années. Vous savez, c'était un enfant qui n'était pas violent, qui était plutôt réservé, timide, quelque part, mais qui avait une grande volonté, vous allez voir. Il remarque que la toile cirée, parce que la toile cirée sur la table, évidemment, c'est une matière qui était de valeur à l'époque, hein. On n'en changeait pas tous les 6 mois pour changer le décor de la salle à manger, tous les 6 mois, par question. C'était une belle matière, hein, il fallait qu'elle dure des années. Alors elle était repliée, bien sûr, puisque la table était fermée. Alors le petit Aristide s'aperçoit que cette toile cirée à l'envers pouvait faire la toile de son tableau. Et dans la nuit, il va dérober les ciseaux dans la couture de sa mère et couper un angle de cette toile cirée dans la partie qui est cachée, bien sûr, et monter son cadre. Et il ira sur la plage faire sa première marine, ou du moins l'épreuve de sa première marine. Et il va peindre là les barques qui sont tirées sur la plage, les ramandaires qui sont devant en train de réparer les filets, le Cap-Doune, pas comme celui que vous voyez aujourd'hui, avec ses fameuses arcades. Non, le Cap-Doune que nous avons connu, nous, les anciens Bagnolet, ce beau Cap-Doune qu'on nous a escagassé avec ses... Ouais, excusez-moi, mais bon, peut-être que vous trouvez ça joli, mais nous, on le regrette, notre vieux petit Cap-Doune. Hein. Bon, on y vidait le bidon, vous savez, les gens qui habitaient au Cap-Doune, bouillaient dans le bidon, ils vidaient le bidon le matin. Les hommes ne faisaient pas les grosses choses à la maison, hein. Ils faisaient ça entre les barques. Il valait mieux pas aller se promener entre les barques, hein, parce qu'il n'y avait pas que du poisson qui pourrissait là. Bon, enfin bref, ça c'est une parenthèse que je vais faire. Bon, donc il fait ce petit tableau charmant, avec une voile à l'horizon, c'est un peu naïf, une mouette dans le ciel, enfin bref, il est bien construit. Les couleurs sont chaudes, bien mariées les unes avec les autres, et il ramènera ça à la maison, tout le monde s'enthousiasme devant le tableau, et bien sûr, on va l'accrocher dans la salle à manger. Lui, il était tranquille, il dit avant qu'on découvre cette histoire-là, je serai loin, parce qu'on ne s'en servait jamais de la table. Mais il n'y a pas de pot. Seulement 3 mois après, on a besoin de la table. On l'ouvre, et on n'a pas tardé à comprendre que le trou, là, il se trouve sur le... Alors imaginez, les réprimandes à l'époque, c'était pas de la rigolade, hein. Il se fait engueuler sévèrement. Mais ça ne le décourage pas. Il veut devenir peintre. Alors il va à Perpignan, à Saint-Louis de Gonzague, où là il est un professeur. Alors dont le nom, disait-il, était imprononçable. Seulement, pour se rappeler, c'était assez facile, il suffisait d'éternuer. Ce brave Polonais, il s'appelait Archimowicz. Quand vous éternuerez, vous penserez à lui.
Alors c'était son professeur de dessin, bon, qui lui apprend quelques rudiments, puis il essaye de rentrer à l'école là-bas, enfin, au musée, pour essayer de faire des copies, de travailler un peu la sculpture, mais il en est vite chassé, malgré les interventions de la tante Lucie, qui épaule toujours Aristide. Vous savez, elle était très sévère, hein. Moi, je me souviens, quand on rentrait là-bas, on passait par la cuisine, par derrière, quand vous pouvez monter à la Maison Rose, c'était la Maison Rose, là où habitait Mayol avec la tante Lucie. On passait par derrière, et je me souviens toujours de cette petite cuisine, où de suite en rentrant à droite, il y avait une pompe brillante, on aurait dit de l'or, moi ça me tenait, et de la taille d'ailleurs de la tante Clotilde, elle était assez petite, et puis on rentrait dans la salle à manger, et là il y avait ce magnifique tableau, qu'il avait peint en 1895 ou 96, c'était le portrait de la tante Lucie. Et ma grand-mère, d'abord avant d'arriver à la maison, on entendait parler la tante Clotilde, la femme d'Aristide, qui s'appelait Clotilde. Et on entendait parler de loin. Vous savez, elle avait une voix de poissonnière qui aurait pu vendre du poisson sur les quais de Marseille. Bon, elle parlait avec les voisins qui se trouvaient à 50 mètres plus loin, de l'autre côté de la rue. Mais elle avait une voix qui portait. Elle était une brave femme, mais elle avait une grande voix. Fait, tu vois, ça c'est la tante Clotilde. Bon, on arrivait, je rentrais dans cette salle à manger, et il y avait la tante Lucie, assise sur un fauteuil. Aujourd'hui, ce magnifique tableau se trouve au musée Mayol à Paris. Eh bien, elle était rigide, vous savez, assez froide à la regarder. Et ma grand-mère me disait, tu vois, telle que tu la vois, elle était. Ouh là là, j'aurais pas voulu subir ses colères. En tout cas, elle était sévère d'apparence, hein, mais elle adorait le petit Aristide, et elle va l'aider vraiment jusqu'au bout. Et là, Aristide, bon, reviendra dépité à Bagnouz après ses études à Saint-Louis-de-Gonzague à Perpignan, où il dit « je n'ai rien appris qu'à élever un moineau dans mon pupitre ». Bon, mais il va écrire dans une petite revue qui s'appelle La Figue. Je crois qu'il y a un exemplaire seul qui va sortir, mais il est ferme, il veut partir, il veut apprendre la peinture. Et il rencontrera à Bagnouz un étudiant qui vient de la région parisienne, et qui lui dit « mon malheureux, si vous voulez devenir peintre, mon cher, mais il faut monter à Paris, ici vous n'apprendrez rien ». Alors bon, il en est vraiment lui aussi convaincu, sans doute, mais à l'époque, il fallait avoir 21 ans hein, pour prendre des décisions pareilles. Et on ne le laissera pas partir avant 21 ans. Il faut dire que Paris avait une mauvaise réputation, vous savez, pour la province. On pensait tout de suite au Moulin Rouge, aux femmes de mœurs légères. Bon, les hommes s'en plaignaient sans doute pas, mais les femmes, elles étaient très rigides sur l'éducation. Donc le petit Aristide, monté à Paris, ça crée des soucis quand même. Hein. Alors finalement, il arrive à convaincre sa famille, et grâce à une relation qu'avait son Raphaël, son frère aîné, à Paris, on lui trouvera une petite chambre dans les Galtas, une chambre de bonne. Alors Mayol va monter donc à Paris, dans une petite rue, d'ailleurs, qui s'appelait rue des Vertus. Je dirais même presque de Petite Vertu. Enfin, bref, c'est comme ça que la famille a lu. Rue Petite Vertu, Fichtre, il est en plein dedans, le malheureux. Alors on se fait vraiment du souci pour lui. Alors dans cette chambre de bonne, il y a 3 fois rien. Hein. Son lit, bien sûr, une chaise, une table, et une table de nuit, je dirais peut-être même seulement une caisse, mais il a amené avec lui une bonbonne de Bagnouz. Vous savez, surtout, ne partez pas de Bagnouz sans de Bagnouz. Vous verrez que c'est très important. Alors Aristide a sa bouteille, a sa bonbonne de Bagnouz. Évidemment, il veut rentrer aux Beaux-Arts et il va avoir beaucoup de courage parce qu'il va aller voir un peintre ou sculpteur, peintre je crois, qui s'appelait Jérôme, qui était très connu à l'époque. Alors il s'arme de courage et il va le voir avec quelques esquisses de dessin qu'il a fait. Alors un escalier monumental, il arrive au premier étage, une porte, et là devant cette porte terrible, il a failli faire demi-tour. Et puis il s'enhardit de courage, il tape. Et là une voix terrible lui répond « Entrez !»
Alors il ouvre la porte et il trouve le peintre allongé par terre en train qui se retourne sur un coude comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, jeune homme? Bien, je veux rentrer. Montrez-moi ce que vous savez faire. Alors il lui montre le dessin. Vous ne savez rien, il faut aller aux arts décoratifs ou quelque chose comme ça. Il l'envoie à un endroit qui est un trou d'enfer. Mayol n'y restera pas longtemps et il s'en ira vite fait, voir s'il ne peut pas rentrer à l'école des beaux-arts. Et là, à cette époque-là, il fallait avoir souscrit à un examen d'entrée. Mais il ne savait pas, il se pointe et le gardien, qui a l'air plutôt sympathique, celui qui fait rentrer les élèves, ben, il y va au-devant, il dit, monsieur, c'est... il ne trouve pas son nom, Mayol, mais vous n'y êtes pas. Mais non, ah, mais vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. Et puis, bon, le voyant bien embarrassé, il commence à parler avec lui. Et vous savez, nous, les gens du Midi, on a du mal à cacher nos origines. Je lui dis, mais vous êtes du Midi, vous? Il dit, oui. Et d'où? Oh, de Perpignan. N'ose pas dire que de Bagnols, parce que sur les cartes à l'époque, il y avait Perpignan, Porvando, Cerbère. Alors bon, oui, de Perpignan. Puis finalement, il s'enhardit. Ben, pour tout vous dire, je suis de Bagnols. Bagnols-sur-Mer. Oh! Il dit, mais on fait du bon vin dans votre coin. Il dit, vous le connaissez? Oh non, pas du tout. Oh, ben, attendez un peu, je vais vous en chercher. Alors il file dans sa chambre, il se tire une bouteille de Bagnols, il va le porter à ce brave homme qui l'attend évidemment à la porte. Et il va le remercier, certes, il va lui dire, écoutez, mettez-vous dans le fond de la salle et soyez discret. Et Mayol prendra son premier cours, avec un bout de carton attaché avec une ficelle autour du cou, pendant le premier cours d'un professeur qui s'appelait Cabanel, qui était montpelliérien d'ailleurs. Et évidemment, le lendemain, il se pointe à nouveau en espérant que ce soit le même gardien. Et il a de la chance, c'est toujours le même, qui laisse rentrer tout le monde, et puis il va au-devant de petit Aristide, enfin du jeune homme, il lui dit, vous savez, je ne vous l'ai pas dit hier, mais je suis joueur de corps dans l'harmonie de quartier. Vous ne pouvez pas savoir combien ce vin me fait une bonne langue pour jouer du corps. Vous l'avez compris, c'était un affront, il s'était tapé la bouteille. Alors comme ça, Mayol pouvait suivre les cours de Cabanel en faisant la bonne langue au gardien. Comme quoi, le Bagnols, je vous l'ai dit, il ne faut pas partir sans vous munir de votre provision. C'est indispensable. Ça peut vous ouvrir des portes. La preuve. Grâce à ça, nous avons le grand Aristide Mayol à Bagnols. Bon, évidemment, la vie à Paris va être très difficile pour lui. Très difficile. Il n'a pas une santé très solide, Mayol. Mais il va commencer à se lier d'amitié avec les gens de son âge qui sont à l'école comme lui, comme Bourdelle, Achille Logier, qui est un peintre de la région de Carcassonne, et leur amitié restera toute la vie, aussi bien avec l'un comme l'autre. Et puis il rencontrera Riple Ronay, qui était un peintre, on l'appelle le Cézanne hongrois. Il le rencontrera et ce Riple Ronay, qui vit avec sa femme qui s'appelait Lazarine, lui fera connaître, le fera rentrer dans le groupe des Nabis. Il connaîtra, disons, ce cercle d'artistes, de peintres. Vous savez, il disait souvent, nous sentions tous que la vérité était en dehors de l'école. La vérité, ils vont la découvrir lors de l'exposition de Gauguin, enfin une exposition qui s'est faite, qui a ouverte au Café Volpini. Pas loin, il y a l'exposition nationale, enfin, comment on l'appelle, enfin, peu importe. Et là, il y a beaucoup de monde. C'est bien que tout le monde va voir cette exposition. Et c'est pour eux une révélation à tous ces peintres quand ils vont découvrir cette peinture de Gauguin. Il y a Monfred Georges Daniel Monfred qui expose là, Maurice Denis aussi. Enfin bref, mais Gauguin, c'est le choc. C'est le choc. Vous savez, à l'école, on apprend la peinture avec le doigt au bout pour les lignes de fuite. Là, il n'y a plus de profondeur de lignes de fuite. C'est les aplats de peinture qui donnent cette impression de profondeur, ces beaux dos de Vainé. En fait, ça va beaucoup influencer Aristide Mayol et beaucoup de peintres. À partir de là, on peut dire que c'est du soleil qui va sortir de tous ces pinceaux. Là, la peinture bougera
à partir de la découverte de la peinture de Gauguin. C'était l'exposition universelle qui se tenait à côté. Enfin bref, et je peux vous raconter une anecdote qui m'a été racontée, qui a été écrite d'ailleurs, par son neveu, Adolphe d'Espy, qui s'illustrera dans la littérature, qui sera d'ailleurs maire de Bagnols, qui est signé Jean de la Hire. C'est Adolphe d'Espy, qui a 20 ans de moins que son oncle Aristide de Mayol, était le frère de ma grand-mère, et il voulait percer dans la littérature en même temps que son oncle voulait percer dans la peinture à l'époque encore. Mais évidemment, son oncle l'aide, commence à gagner 4 sous. Vous savez, il a fait de tout à Paris pour pouvoir survivre. Il a peint même, il a fait de la dorure, il a peint des portes et des fenêtres. Fallait survivre. Hein. Il a même fait les décors de Maurice Bouchard, le décor de marionnettes. Et il vivait pendant un certain temps avec Achille Logier, ils partageaient le même logement. Et d'ailleurs, un jour, c'est Maurice Bouchard qui va taper à leur porte, ils crèvent tous la dalle, hein, bon. Et il tape, Bouchard est là, il a dans une main un fromage de Roquefort et un livre. Il dit, pour la santé du corps et la santé de l'esprit, un fromage de Roquefort et les mystères de l'Hésie. Voilà. Alors, pendant un mois, ils ont bouffé de Roquefort. Bon. Quand ils avaient 4 sous, ils allaient au marché, du chou. Ils ont peint des pommes. Enfin, c'était la dèche, vraiment la dèche. Et quand ces peintres, l'un d'entre eux, avait la chance de recevoir une commande. Alors, vous savez, le téléphone, radio coursive, comme on appelle ça dans la marine, marchait très bien à l'époque. Tu sais, chez un tel, il y a une commande d'une nature morte. Alors, évidemment, on se le disait les uns les autres, et Adolphe d'Espy participait à ces bons moments. Il le raconte. Tous ces peintres allaient chez le chanceux qui avait reçu la commande, et en général, c'était une nature morte. C'était moins intéressant quand c'était une coupe de fruits ou un bouquet. Mais par contre, ça devenait très intéressant quand il s'agissait d'un lièvre ou d'un faisan. Ah, bon. Alors on mettait la nature morte au milieu de la table, tous ces peintres sortaient leur carnet, ils avaient tous un carnet de dessin, vous voyez, quadrillé là, hein, pour prendre des croquis, et vite fait, tac, ils faisaient un petit croquis en portant des indications de couleur. On n'allait pas mettre la couleur, ni rien, on déchirait la page, et on donnait à celui qui avait reçu la commande, on donnait ce petit morceau de papier, des têtes de merdara avec ça, et chacun avait pris un angle différent de la fameuse nature morte. Et puis on se précipitait sur la nature morte, le faisant, on le plumait, et on avait fait venir pour l'occasion une modèle qui était bonne cuisinière. Elles n'étaient pas toutes bonnes cuisinières, mais il y en avait quand même. Hein. Bon. On avait fait venir la meilleure cuisinière qu'on connaissait, et évidemment on préparait le faisan ou on pelait le lièvre, et pendant que la cuisinière, la modèle, faisait la cuisine, on refaisait le monde par les peintures, on parlait de beaucoup de choses, bien sûr. Leur passion, c'était la peinture, l'art, hein, tout ça. Voilà à quoi assister. Et Adolphe d'Espy disait, moi je passais une très bonne soirée, parce que la modèle, qui n'était pas avare de ses charmes, quand nous étions tapés le gueuleton, eh bien, bon, je pouvais passer une très bonne soirée avec elle. Voilà ce que raconte Adolphe d'Espy dans ses mémoires. Il raconte beaucoup de choses, d'ailleurs, en ces mémoires, très intéressantes. Un jour, je fais, vous savez, bon, c'est pas une conférence que je vous fais là, hein. Bon, un jour, je vais à Meudon, au musée Rodin. On va livrer je crois que c'était un buste de, comment il s'appelle là, oh là là, ouais, Balzac. Bon, on va livrer un Balzac. Puis je ne sais pas quoi d'autre, dans la camionnette, avec le fondeur de la fonderie Godard, qui m'avait reçu divainement. Il m'a dit, écoute, je vais livrer ça, je vous amènerai au métro, mais on fera un crochet à Meudon pour poser ses œuvres alors, dans sa fourgonnette, là, et il avait embarqué ça, et puis on va à Meudon. Et là, il y avait Antoinette Romain qui était chargée des sculptures de Rodin à l'époque, qui m'accueille les bras ouverts. Oh, quel plaisir! Bon, je vais vous faire voir. Alors c'est fabuleux. Hein. On visite
on voit la tombe de Rodin dessus, bien sûr, quelques plâtres, il y a quand même un musée, on peut voir les plâtres, mais alors, les caves, c'est des centaines d'œuvres de Rodin, rien que la porte d'enfer, il y en a 300 sujets. Et puis je vois par terre, le Balzac. Alors figurez-vous que Adolphe d'Espy, qui était très copain avec Bourdelle, faisait son petit footing dans le bois de Meudon le dimanche. Et ils allaient, comme Bourdelle était l'élève de Rodin, ils allaient chez Rodin, qui les attendait, parce qu'ils savaient qu'à peu près tous les dimanches à la même heure, qu'il était dans son atelier, et les invitait à prendre le café. Alors évidemment, on discute. C'était la grande époque où Rodin avait reçu la commande de Balzac, du Balzac. Alors ce sculpteur, ce brave homme, a lu Balzac. Il faut être courageux déjà pour lire tout Balzac. Il était allé là où il avait vécu. Il a rencontré des gens qu'il avait connus. Il essayait de s'imprégner de ce Balzac. Mais ce Balzac ne sortait jamais. C'était l'Arlésienne. Le Balzac sortira l'année prochaine. Puis il ne sortait pas. Enfin, bon, ça a duré 10 ans, cette affaire-là. Donc, Bourdelle, dont Maillot disait, mais pourquoi il s'appelle Bourdelle? Alors que Bordel, bon Dieu, quel beau nom. Non, il a fallu qu'il mette Bourdelle. Non, Bourdelle. Bon, enfin, Bordello. Alors, ils étaient là tous les deux à discuter avec Rodin. Et puis tout d'un coup, vous savez, dans ces ateliers de sculpteurs, de modeleurs, parce que Rodin est un grand modeleur, il y a des œuvres qu'on devine sous des linges mouillés. Hein, c'est la terre qui est là derrière. Bon, il y avait des formes cachées par des linges mouillés. Puis tout d'un coup, devant eux, il y en a une qui commence à pencher. Oh là là là, elle va se casser la gueule. Alors Rodin se lève d'un bond, prêt à la retenir. Parce que ça arrivait souvent, ces accidents-là. C'est arrivé à Mayol aussi. Hein. Il veut la retenir. Mais elle s'arrête de pencher. Il enlève le linge, il recule 3 pas. Il dit, messieurs, voilà mon Balzac. Eh bien, allez, boulevard Raspail, vous verrez le Balzac qui a la tête qui penche. Vous saurez pourquoi. Alors, je raconte ça parce que ce brave Rodin avait fait le Balzac tout nu, tout habillé, une tête, enfin, il en a fait plusieurs. Hein. Et quand je vais avec le fondeur de Dina et ma femme, on rentre, il y avait plein de Balzac par terre. Alors, il y avait le Balzac, la tête, le tout nu, le tout habillé, enfin bref, tous les Balzac étaient là. Je dis, mais Antoinette, mais c'est les Balzac. Mais je vais vous raconter comment est né le Balzac. Alors, en descendant de chez Rodin, Bourdelle dit à Adolphe d'Espy, ce que nous devons voir, c'est un secret d'artiste. Il ne faut surtout pas en parler. Alors, bien sûr, le temps est passé. Rodin est mort en 17, je crois. Bourdelle à son tour. Et le seul survivant dans les années 55, c'était Adolphe d'Espy. Et il écrit ses mémoires, qui sont intéressantes, très intéressantes. Et évidemment, il dit, maintenant, je suis délivré du secret, Rodin n'est plus là, Bourdelle non plus, je suis le seul survivant, et je vais écrire comment nous avons vu naître devant nous le fameux Balzac. Vous le saurez dorénavant. Vous voyez, c'est un secret, ça aussi, que je vous ai livré, intéressant à connaître, et maintenant vous comprenez pourquoi il a la tête qui penche. Ça lui a plu, ce mouvement, voilà, c'est né comme ça, le Balzac. Vous voyez, bon, ça, je ferme la parenthèse. Mais je vous l'avais promis, je ne partirai pas dans de grands discours d'art compliqué. Vous savez, Mayol était même étonné quelquefois quand il voyait des guides dans ces expositions. Il y en avait un qui partait dans de grands discours. Pourquoi la montagne avait la main derrière? Alors des discours philosophiques, vous savez, la montagne elle a la main derrière la tête comme ça. Alors lui, il hausse les épaules, il s'adresse à ses amis, puis il ne voit pas ce couillon, que si elle a la main derrière la tête, c'est pour se protéger de la tramontane. Voilà. Et oui, c'est aussi simple que ça. Mais vous savez, Mayol, sa grande, évidemment, il fera de la céramique, il fera de la, je ne vais pas vous raconter tout, ça prendrait beaucoup trop de temps, il fera de la tapisserie, qui lui plaira beaucoup d'ailleurs, plus que la peinture, parce qu'il pouvait mettre facilement un ton à côté de l'autre, et il fait faire cette tapisserie par 2 ouvrières qui sont 2 sœurs, Angèle et Clotilde.
quand il sera la plus belle, elle deviendra sa femme. Il l'épousera en 1896 et ils auront un fils, Lucien, que j'ai bien connu, qui aimait bien, comme moi, les gueuletons, et on en a fait ensemble, croyez-moi, de mémorables. Lucien était un garçon très, très amusant d'ailleurs, et il était peintre. Mayol disait, il peint mieux que moi. C'est possible, pas tout. Hein. Mais finalement, oui, les choses sont simples quelque part. On va chercher compliqué. Mais Mayol disait, ne copiez pas la nature, vous ne ferez rien. Ce qu'il faut, c'est peut-être être guidé par la nature, mais suivre sa propre idée. C'est bien plus important, finalement. Et c'est pour ça que ce Aristide, quand il va porter ses premières statuettes à cuire dans le four d'Ambroise Vollard, je crois, ou de Georges Daniel de Montfret, avec qui c'était lié d'amitié, à Villeneuve-Saint-Georges, des petites statuettes qu'il faisait avec l'argile, qu'il allait chercher dans des gisements à Bagnouz. Alors il les faisait cuire chez lui, mais il mettait le feu en bas, et puis il allait arrêter l'incendie là-haut, et puis il redescendait mettre du bois, enfin, un peu comme Bernard Palissy, vous savez, il brûlait presque ses meubles pour pouvoir faire ces statuettes qui s'effondraient. D'autres sortaient, avaient des couleurs différentes, parce qu'évidemment, la chaleur n'était pas répartie comme il faut, et puis la fumée, enfin bref, de très jolies petites statuettes. Et il va porter ça à Ambroise Vollard. Ambroise Vollard était un grand marchand de tableaux, qui est devenu millionnaire. Je dirais aujourd'hui, il est milliardaire, sûrement. Parce qu'il avait acheté toute l'œuvre pratiquement de Cézanne, qui ne valait pas grand-chose, mais il lui achète tout ce qu'il avait fait, ou pratiquement tout. Il lui a passé toute sa fortune qu'il avait à l'époque. Mais, apprenant que Vollard avait acheté le Cézanne, les Cézannes ont bondi au plafond, ont valu une fortune. Il est devenu millionnaire avec ces Cézannes. Alors il avait une petite galerie, rue Laffitte à Paris. Et il avait apporté, Mayol, ces petites statuettes qui vont l'estomaquer à ce brave homme, à cet Ambroise Vollard, que Mayol aimait bien appeler d'ailleurs Ambroise Voleur. Il avait des choses comme ça, vous savez. C'était assez vrai d'ailleurs. Mais donc, il va être très étonné. Et il va appeler, avertir Rodin, le grand Rodin. Il dit, venez voir ce que fait ce jeune talent. Alors il avait fait une exposition en 1902, rue Laffitte, dans sa galerie. Et il y avait 33 ou 34 œuvres de Mayol, presque tout Mayol. Il y avait 11 tapisseries, il y avait des peintures, il y avait le lit de son fils, un hortoir, et puis des petites statuettes, notamment cette petite Léda, ravissante. Il n'y a pas le cygne, la Léda. Et quand Rodin rentre là, en compagnie d'Octave Mirbeau, le grand écrivain très célèbre, il rentre là et il reste estomaqué. Il voit cette statuette, la prend dans ses mains, s'écroule dans le fauteuil qui est là, la tourne dans tous les sens, la scrute dans le moindre détail, et s'exclamera devant ses amis ébahis, voyez-vous, messieurs, je ne connais pas, dans la sculpture moderne, de morceaux de sculpture qui soient aussi chef-d'œuvre que celui-ci. Là-dedans, il y a des leçons pour tout le monde, pour les plus grands comme pour les débutants. Quelque part, on a pu dire qu'il aurait dit, si c'était à refaire, c'est ce que je ferais. J'ai été le sculpteur du 19e. Croyez-moi, Mayol sera celui du 20e siècle. Alors ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Octave Mirbeau va écrire cette belle lettre à Aristide Mayol. Mayol, c'est la gloire. D'ailleurs, Octave Mirbeau va acheter la Léda. Et immédiatement, Mayol, qui commence à peine à sortir de la misère, hein, va avoir des commandes qui vont affluer de partout. Et surtout, par l'entremise de Rodin, il va connaître Kessler, le comte Henri Kessler, qui vit dans la République de Weimar. Ce monsieur est un grand mécène de l'art. Il a hérité d'une grosse fortune, il est passionné par l'art et va soutenir beaucoup d'artistes. Il est en relation très étroite avec Henri van de Velde, qui est un décorateur, c'est un architecte décorateur, qui est d'ailleurs le directeur des arts décoratifs à Weimar.
Et il travaille pour Morozov. Morozov, qui est un Russe qui a une grosse fortune et qui se fait construire un palais et un salon de musique qu'il fait décorer par Maurice Denis. Alors, Maurice Denis, Henri Van de Velde, des amis de Mayol, imaginez, il faut mettre un Mayol là-dedans. Il faudrait même en mettre à chaque angle. Finalement, Morozov va commander 4 œuvres magistrales à Mayol. 4. Pomone, Flore, le printemps et l'été. Imaginez. Nous sommes en 1907. Hein. Auparavant, Kessler va voir Maurice Denis en août 1902. Et évidemment, Denis va beaucoup lui parler de Mayol. Et puis ensuite, il ira en 2004 en compagnie de Mutzenbecker. Ils vont aller chez Mayol. Ils vont aller chez Mayol, qu'ils vont trouver dans son atelier, qui va les recevoir de la manière la plus simple qui soit, et qui va leur montrer son travail. Et là, il avise des dessins qui lui plaisent beaucoup, ce Kessler. Et Mayol va d'ailleurs en faire un petit croquis, et c'est les prémices de Méditerranée. Nous sommes en 1904. En 1905, le plâtre sera exposé au Salon d'automne. Mayol n'est plus dans les arts décoratifs, il est sculpteur. C'est l'œuvre magistrale de sa vie, mais Morozov enchaîne derrière. Kessler ne commandera pas seulement Méditerranée, il commandera aussi le désir, le cycliste, la nuit, enfin, les commandes à flux. Kessler a beaucoup d'amitié parmi les banquiers, Stern, Wolf, des gens très fortunés, passionnés d'art, Bodenhausen, je crois un nom comme ça, Ostos qui est un grand collectionneur aussi, qui va non seulement acheter des œuvres pour lui, mais surtout pour les musées. On peut dire que si la France commandera à Mayol, mais c'est très tardivement, il y avait bien longtemps que Mayol vendait beaucoup en Allemagne. Pourquoi cet engouement? Eh bien parce que là-bas c'est l'art gothique. Bon, eux étaient très attirés par la Méditerranée, l'art latin, cette mer latine, gréco-latine. Imaginez, ces gens du Nord, hein, bon, évidemment il y a Rodin, mais c'est une sculpture nouvelle, en plus, elle ne raconte rien, elle est silencieuse, c'est le volume seul qui compte. Il va ouvrir les portes à la sculpture moderne. Mayol est le départ de la sculpture moderne. Vous voyez, on parle beaucoup d'autres sculpteurs comme Brancusi, tout ça, mais c'est Mayol qui ouvre la porte. C'est lui qui est au départ. C'est pour ça que Mayol est le plus grand sculpteur, celui qui va succéder vraiment à Rodin. Voilà, malheureusement, bon, il connaîtra la gloire, il connaîtra la fortune, il a 40 ans, il la connaîtra jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, il disparaîtra trop tôt, parce qu'il était encore jeune et valide, et il travaillait sur la dernière œuvre de sa vie, qui s'appelle Harmonie, vous en avez une ici, l'esquisse pour Harmonie, et il disparaîtra des suites d'un accident de voiture. Voilà, bêtement, le 27 septembre 1944. Les Allemands sont partis d'ici le 19 août. Et il va travailler les derniers jours de sa vie. Il va essayer de nettoyer le monument aux morts de Bagnoul, la pierre qui se trouve derrière, qui avait été maculée par du goudron, parce que les Allemands l'avaient protégé sous des toiles goudronnées, en fait du papier goudronné. Et par-dessus, ils avaient mis des sacs de sable, parce que devant le monument sur l'île Grosse, il y avait une batterie, un canon. On s'est amusé, après le départ des Allemands, on jouait là-dedans, on faisait tourner la tourelle, mais il y avait un canon. Alors pour protéger ce monument, ils avaient mis 2 mètres d'épaisseur de sacs de sable, en 1942. Mais pendant 2 étés, la chaleur va faire fondre le goudron, qui va maculer la pierre. Si bien que dans les derniers jours de sa vie, Mayol, avec une poucharde, c'est un marteau spécial, il va essayer de dégraisser cette pierre, d'enlever ce goudron qu'il a maculé. Mais voilà, cet accident stupide, hein, alors qu'il va rendre visite à Raoul Dufy, à Vernet-les-Bains, va lui coûter la vie. Il est en compagnie du docteur Nicolo. Voilà, maintenant, je vais vous laisser la parole si vous avez quelques questions à me poser. Et puis, vous allez avoir un exposé brillantissime de M. Philippe Vigier, avec des projections que malheureusement je n'ai pas pu vous faire, sinon vous auriez vu
Aristide, sa famille, j'avais tout préparé, mais voilà, cette boîte, ça, c'est des diapos là-dedans. Voilà, moi, c'est plus moderne le mien. Vous savez, il y a une espèce de truc, là, vous foutez là-dedans. Moi, j'y entends rien, mais voilà. Alors, pour ce... Vraiment, voilà, vous en savez peut-être un peu plus, oui. Sur la magnifique esplanade qu'il a construite, qui n'est pas encore terminée, et nous avons le projet d'y mettre l'air, qui est une œuvre magistrale, très aérienne, sur l'horizon. Ça sera, à mon avis, sublime. Voilà, vous êtes parmi les premiers à le savoir.